Genre d'homme à paniquer. Ancien gendarme rigoureux, calme et discret. Alors quand j'ai vu son visage ce matin-là pâle et tremblant, j'ai su que quelque chose de grave se préparait. Écoute-moi, a-t-il dit en reprenant son souffle. Je ne savais pas si je devais te le dire, mais je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Cela dure depuis trop longtemps. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que tu pars en déplacement professionnel, quelqu'un vient chez toi. Un homme vers 22 heures. Il repart avant l'aube. Il vient toutes les nuits quand tu n'es pas là. Je suis resté pétrifié. Vous en êtes sûr? Il a hoché la tête lentement. La même Peugeot grise. Le même homme. Et ta femme? Elle l'accueille à la porte. Je n'ai pas posé plus de questions. Je n'ai pas accusé. Je suis juste rentré à l'intérieur, j'ai fermé la porte doucement derrière moi et je suis resté dans le couloir à écouter le ronronnement sourd du frigo tandis que mon cœur battait plus fort que jamais. À midi, j'avais appelé un ami informaticien, installé 3 caméras cachées et réservé un faux séminaire à Paris pour le week-end. J'ai embrassé ma femme pour lui dire au revoir ce vendredi. Camille souriait comme si de rien n'était et c'est là que tout a vraiment commencé. Vendredi soir, je me suis installé dans un petit hôtel de zone industrielle à 2 villes de là. Je n'ai même pas défait ma valise. J'ai juste ouvert mon ordinateur, je me suis connecté au système des caméras cachées et j'ai fixé les vues divisées de ma propre maison, la chambre, le salon, l'entrée, chaque angle était parfaitement net, chaque pièce trop silencieuse. 21h50. Elle était dans la cuisine, un verre de vin à la main, portant cette robe rouge qu'elle ne mettait jamais pour moi. Elle a allumé des bougies, a mis du jazz et a versé un deuxième verre. Mon estomac s'est noué. 21h58, des phares ont balayé l'extérieur. À 22h une précise, la porte d'entrée s'est ouverte. Il n'a pas frappé. Il est entré comme s'il était chez lui. Ma femme l'a rejoint à la porte. Ils se sont serrés dans les bras. Pas seulement par amitié mais avec une familiarité intime. Sa main s'est attardée sur son torse. Et c'est là que j'ai vu son visage. Ce n'était pas un étranger. C'était Maxime, mon collègue, mon témoin de mariage, le gars que j'avais aidé à traverser 2 ruptures, 3 entretiens d'embauche et une opération. Maxime qui me disait sans cesse qu'il enviait la vie que j'avais. Maxime qui avait plaisanté un jour en disant que si je disparaissais, il emménagerait ici. Maintenant, il était dans mon salon à rire avec ma femme. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas parlé. J'ai juste regardé chaque seconde. Puis j'ai fermé l'ordinateur et j'ai commencé à rédiger un email avec pour objet à envoyer quand je le déciderai. Samedi matin, je me suis présenté au bureau comme pour un week-end de garde normal. Café à la main, sourire décontracté, saluant les collègues de la sécurité. Maxime n'était pas encore là. Je me suis assis à son bureau et j'ai attendu. Ma poitrine était comme de l'acier. Aucune fissure, juste du calcul. À 9h12, il est arrivé tranquillement en sifflotant avec ses lunettes de soleil. Je l'ai salué le premier. Nuit difficile. Il a ri. Mon vieux, tu n'as pas idée. J'ai souri. En fait, si, je sais. Il s'est arrêté juste une seconde. À peine un tressaillement, mais c'était là. Puis il est passé devant moi en prétendant que je n'avais rien dit. Bien. Je ne voulais pas qu'il panique tout de suite. Cet après-midi-là, j'ai mis à jour le brouillon de l'email, j'ai ajouté les séquences vidéo horodatées, j'ai joint des captures d'écran et j'ai inséré des photos de notre mariage où il se tenait à 2 pas derrière moi, la main sur mon épaule. Puis je l'ai enregistré à nouveau pour un envoi ultérieur. Mais je n'en avais pas fini. Lundi matin, j'ai discrètement retiré des fonds de notre compte joint. Pas tout, juste assez pour attirer son attention. J'ai annulé son abonnement au club de tennis, j'ai déconnecté le compte Netflix qu'elle utilisait sous mon nom et j'ai suspendu l'assurance de sa Citroën. Pas de grandes choses, pas encore. Une mort à petit feu. Ce soir-là, elle a appelé, sa voix était mielleuse. Et chérie, est-ce que la banque a encore fait une erreur avec les cartes? J'ai répondu calmement. Oh non, j'ai juste eu besoin de rééquilibrer quelques comptes pour nos futurs projets. Elle a ri nerveusement. Ta voix est différente. J'ai souri. Elle l'est. Ce soir-là, je suis rentré à la maison non pas pour me battre mais pour observer. La maison semblait exactement la même. Le même canapé, les mêmes photos, la même odeur de bougie à la vanille qu'elle aimait tant. Mais j'avais l'impression d'être sur un décor de théâtre auquel je n'appartenais plus. Elle était dans la cuisine en train de faire défiler son téléphone quand je suis entré. Déjà de retour, a-t-elle demandé avec désinvolture sans même lever les yeux.
Je me suis appuyé contre le comptoir. Le séminaire a été annulé. Elle s'est figée une fraction de seconde, juste assez pour que je le voie, puiser la souris de façon trop éclatante. C'est bien. Nous avons mangé en silence. Pas de petite discussion, pas de chaleur, juste le bourdonnement silencieux de la trahison qui flottait dans l'air. Après le dîner, je suis allé dans la chambre et j'ai ouvert l'ordinateur. J'ai lancé un clip, un seul de la caméra cachée. Maxime dans mon salon, ma femme qui riait, sa main posée sur sa taille. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas crié. J'ai simplement laissé l'écran ouvert sur le bureau là où elle le verrait forcément. Puis j'ai préparé un petit sac et je suis retourné à l'hôtel. À 22h03, mon téléphone a vibré avec un message d'elle. Nous devons parler. Je l'ai fixé, sentant quelque chose basculer en moi. Pas de la colère ni un cœur brisé, mais de la clarté. Je m'appelle Julien et pour la première fois depuis des années, j'ai compris que je n'étais pas en train de perdre mon mariage. J'étais en train d'échapper à un mensonge. J'ai tapé une seule ligne en réponse. Nous parlerons. Puis j'ai cliqué sur envoyer. Le lendemain matin, je suis allé au travail comme si de rien n'était. J'ai salué mon équipe, j'ai examiné les rapports, j'ai rencontré des clients. Mais sous mon extérieur calme, un plan avait déjà pris racine. Tranquille, délibéré, irréversible. Maxime n'était pas un étranger. Il travaillait dans notre immeuble en tant que gestionnaire de compte au 3e étage, toujours amical, toujours présent. Et soudain tout s'est recoupé. Les fleurs inattendues quand j'étais absent, le nouveau parfum qu'elle ne portait jamais quand j'étais là, les blagues privées que je ne comprenais pas. À l'heure du déjeuner, j'ai envoyé un email non pas à elle ni à lui mais à la direction des ressources humaines. Je n'ai pas accusé. Je n'ai pas expliqué. J'ai simplement joint une vidéo horodatée et j'ai terminé le message en disant que cela devrait suffire pour examiner les violations de l'éthique professionnelle et de me faire savoir s'ils avaient besoin de plus d'éléments. Pas de signature, pas de menace, juste une précision chirurgicale. À 15h, Maxime a été convoqué par le directeur. À 16h30, il faisait ses cartons. J'ai regardé depuis la fenêtre de mon bureau alors qu'il sortait du parking de l'entreprise, confus, en sueur et vaincu. Il n'avait aucune idée que j'étais derrière tout ça. C'était encore mieux ainsi. Quand je suis rentré, elle m'attendait, les yeux bouffis, la bouche serrée. « Je sais que tu as vu les images », a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête. En effet. J'ai fait une erreur, c'était un moment de faiblesse. Je n'ai rien dit. Elle s'est avancée. Pouvons-nous arranger ça pour sauver notre foyer? J'ai regardé au-delà d'elle le canapé sur lequel il s'était assis, la maison que nous avions construite, la vie qui n'avait jamais été la nôtre. Et j'ai chuchoté que cela dépendait de si elle était prête pour la vérité totale. Son visage a pâli parce qu'elle ne l'était pas. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Pas parce que j'y étais obligé mais parce que j'avais besoin de distance, de cette sorte de distance qui permet de réfléchir clairement, sans bruit, sans chaleur, sans mensonges enveloppés dans des excuses. Elle n'arrêtait pas de frapper à la porte. Chaque heure elle disait « je veux parler, j'ai fait une erreur, recommençons à zéro ». Mais ce que les gens comme elle ne comprennent jamais, c'est que la confiance ne meurt pas dans une explosion. Elle meurt dans le silence. Dans les jours où vous souriez alors que quelqu'un d'autre franchit votre porte. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai organisé une réunion avec mon avocat. Elle pensait encore que nous traversions juste une mauvaise passe. Elle n'avait aucune idée que j'avais déjà mis à jour mon testament, bloqué tous les comptes joints et supprimé son accès à tout ce qu'elle n'avait pas gagné elle-même. À midi, elle s'en est rendue compte, sa voix s'est brisée au téléphone. « Est-ce que tu as bloqué les cartes bleues ?» J'ai hoché la tête. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » C'est ce que l'on ressent, et je dis calmement, quand quelqu'un en qui tu avais confiance te laisse dans le noir complet. La seule différence, c'est que je ne dormirai pas dans ton lit pendant que je le fais. Elle m'a regardé comme si j'étais un étranger quand je suis rentré récupérer mes dernières affaires. C'est à ce moment-là qu'elle a compris que la version de moi qui pardonnait facilement avait disparu pour toujours. Cette nuit-là, j'ai regardé les enregistrements une dernière fois, non pas pour me torturer mais pour étudier la vérité. Chaque détail, chaque mensonge déguisé en rire. La sonnette a retenti. C'était Maxime et j'ai souri. Parfait. Prêt. Maxime n'avait aucune idée que c'était moi qui ouvrirais la porte. Il s'est arrêté surpris mais essayant de rester cool malgré son licenciement. « Salut mec, je ne pensais pas que tu serais déjà de retour après ce qui s'est passé au boulot. » Je l'ai dévisagé, détendu, trop détendu pour quelqu'un qui m'avait trahi dans ma propre maison. Visiblement il a regardé derrière moi. « Est-ce que Camille est là ?
Je me suis écarté. Entre donc. Il a hésité mais son arrogance a pris le dessus. Il est entré dans ma maison comme s'il en était le propriétaire légitime. Camille est apparue en haut des escaliers pieds nus. Ses yeux se sont agrandis quand elle nous a vus tous les deux. Moi calme et stable, Maxime ignorant et confiant. Tu ne m'as pas dit qu'il était rentré, a-t-il dit à Camille soudain nerveux. Je ne savais pas, a-t-elle bafouillé. Je me suis dirigé vers le meuble télé et j'ai sorti une petite télécommande. J'ai appuyé sur lecture. La télévision s'est allumée avec les images de sécurité en noir et blanc. Horodatée et parfaitement claire. Le visage de Maxime remplissait l'écran embrassant ma femme buvant mon whisky dormant dans ma maison. Silence total. Il est devenu livide. Camille s'est effondrée sur les marches en chuchotant de ne pas faire ça, je t'en supplie. Maxime est resté figé. Écoute Julien, je ne voulais pas que ça aille si loin. Tu voulais chaque seconde de tout ça, ai-je dit. Maxime a commencé à reculer vers la porte. Écoute mec, ça n'a pas besoin de devenir moche entre nous. J'ai souri légèrement. Oh, ça ne le sera pas. Il est sorti en rasant les murs. La porte s'est refermée derrière lui pour ne plus jamais se rouvrir. Camille est restée assise tremblante, silencieuse. Je te l'ai dit, ai-je dit en me tournant vers elle. J'ai tout vu. Maintenant c'est à ton tour d'écouter. Camille n'a pas interrompu. Pas une seule fois. Elle est restée assise sur les escaliers comme pétrifiée par la réalité. J'ai sorti la deuxième télécommande. Un autre écran s'est allumé. Des enregistrements audio, des SMS privés, des messages supprimés que mon ami avait récupérés. Pas seulement Maxime. D'autres hommes, des mensonges imbriqués les uns dans les autres depuis des années. Des mensonges, a-t-elle murmuré. Je n'aurais jamais cru que tu le découvrirais de cette façon. Je suis passé devant elle avec une sérénité nouvelle. Tu t'en fichais que je le sache tant que le confort était là. Elle m'a suivi dans la cuisine. S'il te plaît, laissons-nous une chance de parler de nous. Je pense que tu en as assez dit au cours de l'année passée. J'ai ouvert un tiroir et j'ai fait glisser une enveloppe fine sur le plan de travail. À l'intérieur, les papiers du divorce déjà signés par mon avocat. Pas de bataille juridique, ai-je dit. Je ne suis pas là pour me venger ni pour obtenir réparation, juste pour clore définitivement ce chapitre. Elle a cligné des yeux, les larmes au bord des cils. Mais où vais-je aller maintenant? J'ai incliné la tête avec une froideur polie. Retourne voir les gens que tu as laissés entrer dans notre lit. Commence par là. Les larmes ont envahi ses yeux. Elle a tendu la main vers moi pour me retenir. J'ai reculé d'un pas. Marc, mon collègue de la sécurité, va t'escorter vers la sortie. Ne prends que ce qui est à toi. Camille a ouvert la bouche puis l'a refermée devant ma détermination. L'homme est apparu à la porte, silencieux et professionnel. Camille s'est levée, les mains tremblantes. Son regard a parcouru la maison une dernière fois. Les photos de vacances, la table de la salle à manger, le canapé sur lequel elle ne s'asseyait plus jamais avec moi. Elle est sortie sans un mot de plus. J'ai verrouillé la porte derrière elle, j'ai éteint les caméras et j'ai pris une grande inspiration salvatrice. Pas brisée ni amère, juste enfin éveillée. Je suis allé dans la cuisine et j'ai versé le reste du vin qu'elle avait ouvert pour lui dans l'évier. La maison était enfin calme, mais pour la première fois ce silence ne me semblait pas lourd ou oppressant. C'était de l'espace pour une vie qui n'était pas construite sur des ombres et des chuchotements. J'ai regardé par la fenêtre. Monsieur Lefebvre se tenait sur son perron de l'autre côté de la rue, une tasse de café à la main. Il a croisé mon regard et m'a adressé un salut sec et respectueux de la main. J'ai réalisé alors qu'il ne m'avait pas seulement donné un avertissement de voisin, il m'avait rendu ma liberté et ma dignité. Le lendemain matin, il n'y avait plus de caméras cachées. Plus de mets secrets à préparer. Plus de mouvements calculés pour piéger qui que ce soit. Je me suis juste assis sur la terrasse et j'ai regardé le lever du soleil sur la banlieue lyonnaise. Les gens pensent que le plus dur quand on est trahi par ses proches, c'est la douleur fulgurante, mais ils se trompent. Le plus dur, c'est le brouillard mental dans lequel on vit sans s'en rendre compte. Maintenant, le brouillard était totalement dissipé. Je n'étais pas l'homme qui avait été dupé pendant des années. J'étais l'homme qui avait traversé le feu de la trahison et qui en était ressorti de l'autre côté sans une seule brûlure sur l'âme. J'ai bu une gorgée de mon café noir, je me suis adossé à mon siège et j'ai souri pour la première fois sincèrement. Le mensonge était terminé. Ma vie m'appartenait enfin pleinement. Cette histoire nous rappelle que la vérité finit toujours par éclater, même si elle prend parfois des chemins détournés pour arriver jusqu'à nous.
La loyauté est la base de toute relation et quand celle-ci est brisée par ceux en qui nous avons le plus confiance, la douleur peut être dévastatrice mais elle est aussi un catalyseur pour une transformation profonde. Julien a choisi la voie du calme et de la précision plutôt que celle de la colère destructrice, prouvant que la meilleure des vengeances est de reprendre le contrôle total de son existence. Parfois il faut perdre ce que l'on pensait être notre bonheur pour découvrir la paix véritable. Que feriez-vous si vous découvriez que votre entourage le plus proche vous cache une telle trahison? Auriez-vous le sang-froid de Julien pour planifier votre départ ou agiriez-vous sous le coup de l'émotion immédiate? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits de vie et de justice personnelle.